Bonjour et bienvenue dans ce studio vidéo du groupe Nice Matin pour notre émission Face à l'Europe. Face à l'Europe, vous le savez, c'est l'émission qui est consacrée aux élections européennes du 9 juin prochain et dans laquelle nous accueillons les têtes de liste des principaux partis en course. Aujourd'hui, nous recevons Marion Maréchal. Bonjour Marion Maréchal, Bonjour. vous êtes la tête de liste de Reconquête. Pour vous interroger, j'ai à mes côtés Frédéric Maurice, le chef d'édition de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour Christian, bonjour. Et nous Bonjour. allons commencer, Marion Maréchal, si vous le voulez bien, avec votre visite niçoise. Dites-nous un petit peu la raison de votre présence parmi nous aujourd'hui. Déjà, avoir le plaisir d'échanger avec vous en détail durant cette émission. Et puis, on a eu l'occasion avec notre représentant local, Philippe Bardon, de faire un marché ce matin. Parce que, comme vous le savez, Nice et les Alpes-Maritimes sont un territoire de force, de reconquête. Éric Zemmour, à la présidentielle, il a fait un score moyen au-delà de son score national. Donc, nous avons bon espoir de pouvoir convaincre encore beaucoup d'électeurs, en particulier ceux de la droite déçus. Alors, nous allons passer en revue de nombreuses thématiques. Frédéric. Dans l'actualité locale de cette semaine, il y a un lycéen d'Antibes qui a été arrêté. On le soupçonne de vouloir projeter une tuerie de masse. Si les faits sont avérés, ils sont à mettre au crédit des services de sécurité. Est-ce que vous avez confiance en eux, Marion Maréchal ? J'ai confiance évidemment dans les services de renseignement et de sécurité français. Le seul problème, et ils le disent eux-mêmes, c'est qu'ils sont très largement sous-dotés en termes de capacité humaine, puisque d'après eux, d'après l'un des syndicats qui les représentent, il faudrait près de 80 000 agents, et ils en sont à peine 4 000 pour pouvoir suivre H24 l'intégralité des personnes suspectes sur les questions d'islamisme. Et c'est pour ça que je m'étonne toujours que le ministre de l'Intérieur n'ait toujours pas pris la décision d'expulser notamment les 3000 fichiers S pour islamisme étrangers, qui n'ont donc pas la nationalité française et dont on s'étonne qu'ils soient toujours sur le sol français et qui donc pèsent évidemment sur ces services de renseignement. On parle aussi beaucoup d'instauration de couvre-feu pour les mineurs. Il y en a un qui a été décidé par l'État pour Pointe-à-Pitre et puis un certain nombre de villes comme Nice qui envisagent ou qui les ont déjà pris. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure ? Alors écoutez, moi j'y suis favorable pour les quartiers dits prioritaires, où le taux de criminalité est le plus élevé, puisque de toute façon, je ne comprends pas qu'on puisse laisser des mineurs de moins de 15 ans vaquer seuls au-delà de 23 heures, mais ça ne peut être qu'une solution d'urgence et temporaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sujet de la délinquance des mineurs et de l'abaissement de l'âge de la criminalité dans notre pays est un des symptômes de l'explosion de toute façon de la délinquance dans l'ensemble d'ailleurs des domaines, qu'il s'agisse des cambriolages, des violences physiques ou des tentatives d'homicide, qui est un phénomène constant depuis des années mais qui a atteint un record sous Emmanuel Macron. Et donc là, je le dis clairement, ça n'est pas avec, comme l'annonce Gabriel Attal, des cours d'empathie ou des internats basés sur le volontariat 2 semaines durant les vacances scolaires que l'on va régler ce problème majeur. Ce n'est pas non plus en pensant, naïvement ou pas d'ailleurs, que cette délinquance est due essentiellement à la violence sur les réseaux sociaux. Parce que si le sujet était Internet, cette criminalité des jeunes et cette explosion de la criminalité des jeunes devrait être un phénomène, dans ce cas-là, européen, puisque toute la jeunesse européenne a accès aux écrans. Or, on voit bien que les trajectoires qui sont celles de la France ne sont pas du tout similaires dans d'autres pays européens. Non, la vraie raison, c'est qu'aujourd'hui, cette explosion de la criminalité et de la délinquance des mineurs, elle est due à 2 choses. D'une part, une politique migratoire complètement chaotique qui évidemment alimente On va en reparler. l'insécurité, et j'y reviendrai, parce que le préfet lui-même ici a expliqué que 70% des narcotrafiquants dans le quartier des Moulins étaient bien des clandestins. Lui-même d'ailleurs dénonce le poids aujourd'hui des mineurs isolés dans le narcotrafic. Vous savez ici, je ne vais pas vous l'apprendre, que dans la prison de Nice, 60% des condamnés sont étrangers. Et je finis juste par là. Et l'autre bout du spectre, et on en reparlera j'imagine, l'effondrement de l'autorité de l'État et donc le laxisme judiciaire. Mais donc toutes les mesures qui sont prises pour contrecarrer cette violence des mineurs, c'est des gadgets pour vous en ce moment ? Ce sont des gadgets, puisque une fois de plus, on imagine qu'avec des internats et avec des cours d'empathie, ou alors avec l'augmentation de la présence policière, nos policiers font un travail remarquable, mais les policiers, ils sont au milieu de la chaîne. Une fois de plus, si on ne traite pas une des causes en amont, à savoir la politique d'immigration, et une des causes en aval, à savoir le laxisme judiciaire, on ne réglera pas le problème. Et donc je pense que sur cette délinquance des mineurs en particulier, il faudrait évidemment, d'une part, priver d'aide sociale les parents de mineurs délinquants, ce qui n'est pas une des options proposées par le gouvernement. Il faudrait délictualiser les violences physiques, y compris lorsqu'elles entraînent moins de 8 jours d'ITT. Ça veut dire qu'il faut sanctuariser l'intégrité physique et donc pouvoir même faire quelques jours, voire quelques mois de prison dès la moindre agression physique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui selon la gravité. Et puis il faudrait
pouvoir écarter l'excuse de minorité. Vous savez que les mineurs ont un statut judiciaire particulier, moins dur que pour les majeurs, pour les mineurs de 13 à 18 ans, pour les crimes les plus graves. Ça me semble être des pistes beaucoup plus intéressantes et productives que ce que nous a présenté le gouvernement. Alors, parlons d'Europe maintenant, si vous voulez bien. Hier, Emmanuel Macron, le président de la République, a fait un long discours à la Sorbonne, un peu comme un début d'entrée en campagne, on va dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours? Il a parlé de la peur que l'Europe meure, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est aussi votre peur? Oui, alors, sauf que manifestement, on ne pose pas les mêmes menaces existentielles, lui et moi, puisque lui, il parle de la menace du populisme, en particulier. Moi, je considère que la menace existentielle qui pèse aujourd'hui sur la France et sur l'Europe, c'est la menace du grand remplacement migratoire et c'est la menace de l'islamisation. Donc c'est une menace, pour moi, identitaire, si je puis dire, et sécuritaire, de fait, avec la menace djihadiste, sachant que, bien sûr, les clandestins sont évidemment un vivier de passage des djihadistes. On le sait douloureusement ici à Nice, vous vous souvenez évidemment de cet attentat dans l'église qui a entraîné la mort de 3 chrétiens. Donc, tout ça pour dire que je ne partage pas déjà le constat et je ne partage pas non plus les solutions, puisque Emmanuel Macron nous a déroulé tout un plan. Alors là, il faut lui accorder dans ce domaine au moins la cohérence. Dans tous les autres, on ne peut pas le suivre, mais dans celui-ci, je dois dire qu'il a globalement décliné les mêmes choses que dans son discours de la Sorbonne en 2017. Ce qui veut bien dire d'ailleurs que cet homme gouverne davantage par les mots que par les actes, puisque tout ce qu'il promettait à l'époque est loin d'être advenu. Et donc, quelle est la réponse qu'il propose? C'est une vision totalement antagoniste à la mienne. Surtout, quelle solution vous proposez-vous? Oui, je vais y revenir, mais du coup, en fait, par parallélisme d'efforts, vous allez voir que ça va répondre à votre question. La réponse d'Emmanuel Macron, c'est de dire l'Union européenne dysfonctionne. Et donc, pour cela, eh bien, il faut un État fédéral, il faut un endettement européen, il faut des impôts européens qui donc s'ajouteront aux impôts nationaux, il faut l'élargissement à la Moldavie, à l'Ukraine, aux pays baltes, il faut la fin du droit de veto pour la France, donc ça veut dire qu'il faut que toutes les décisions dorénavant soient prises à la majorité qualifiée, quand bien même donc la France ne serait pas d'accord, il faut une armée européenne, il faut une diplomatie européenne. Et donc si je cumule les deux propositions, ça veut donc dire dans son esprit que demain des soldats français, dans le cadre de cette armée européenne, pourraient partir sur le front sans l'accord de la France, si tant est qu'il y ait une décision majoritaire. Donc c'est un abandon de souveraineté que vous contestez. Ah, donc c'est un abandon, mais là il y a beaucoup d'ailleurs d'abandon de souveraineté, puisque Emmanuel Macron, il veut davantage d'intégration européenne. Et surtout, moi je vous dis, ça n'est pas la solution, je considère que l'Union européenne se mêle déjà de trop de choses. Et je considère que même un certain nombre de compétences devraient être renationalisées. Et donc comment vous voyez l'articulation, vous, l'avenir de l'Union européenne par rapport à la France, par rapport aux États-nations? Eh bien, très simplement, déjà, je considère que l'Union européenne ne doit plus être l'usine à normes qu'elle est aujourd'hui, illustrée notamment par le fameux pacte vert, on y reviendra certainement. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 12 nouvelles obligations par mois, qui pèsent en particulier sur nos économies et nos entreprises. Donc c'est pour ça que je m'amuse quand je vois Emmanuel Macron parler de simplification. C'est un homme qui également parle de souveraineté alimentaire, sauf que moi, j'ai pas la même façon d'y arriver. C'est-à-dire que lui... Mais alors, vous, concrètement, comment vous voyez, encore une fois, qu'est-ce que doit faire l'Europe par rapport à la France? Si on doit défendre la souveraineté alimentaire de l'Europe, déjà, on ne soutient pas le fameux pacte vert qui est l'illustration et la concrétisation d'un agenda de fanatisme écologique. Parce que vous ne reconnaissez pas le changement climatique? Non, pas du tout. Mais parce que la manière de lutter contre ce changement climatique passe, selon ce pacte, par des normes, des contraintes, des taxes, avec des objectifs tellement irréalisables qu'il aboutit à quoi? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les rapports qui ont été faits sur le sujet en France et en Europe, à la décroissance agricole. Et donc, ça n'est pas en organisant la décroissance agricole, c'est-à-dire la baisse de la production européenne, et donc, parce que les Européens vont pas arrêter de manger, a priori, l'augmentation des importations, qu'on va régler ce problème de réchauffement climatique. Mais donc, d'une manière générale, à quoi doit servir l'Union européenne, selon vous? Je finis juste là-dessus, parce que c'est important, cette vision écologique, parce qu'elle est au cœur de beaucoup de préoccupations, et qui n'est pas soucieux de préserver nos paysages et notre environnement. Mais la réponse est mauvaise. La moitié, aujourd'hui, des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées aux importations. C'est le ministère de l'Environnement qui le dit. Et donc, qu'est-ce que je dis, par exemple, sur l'Union européenne? Je dis donc, OK, à partir de cette base-là, si on veut avoir une vraie réponse écologique sur la question du climat, eh bien, arrêtons, par exemple, de signer des traités de libre-échange à tout va, comme l'ont fait les macronistes avec le CETA ou avec le traité de Nouvelle-Zélande, qui donc organise la concurrence déloyale, affaiblit nos propres éleveurs et producteurs. Et pourtant, vous dites libéral économiquement, Ah, mais ça n'est pas du tout antinomique, parce que pour moi, libéral, c'est moins d'États à l'intérieur des frontières, mais c'est un État qui protège à l'extérieur. Et les États-Unis, qui d'ailleurs sont, on va dire, l'État libéral par excellence, est un pays protectionnisme. Et par exemple, il est beaucoup plus offensif que ne l'est la Commission sur les droits de douane étrangers. Je vous donne un exemple. Les voitures électriques chinoises. Eh bien, les droits de douane aux États-Unis, c'est 27%.
les droits de douane de l'Union européenne, c'est 10%. Et donc moi, je pense qu'il faut avoir une politique commerciale beaucoup moins naïve, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une concurrence déloyale, et donc il faut pouvoir protéger notre économie. Et donc, la façon dont vous concevez l'Union européenne dans ses rapports aux États-nations, c'est quoi ? On met en commun juste ce qu'il faut mettre en commun et pas davantage ? Oui, c'est-à-dire que moi, je considère que le rôle de l'Union européenne, ça n'est pas de s'occuper, pas comme c'est le cas aujourd'hui, du débit des pommeaux de douche, de la hauteur des tables de restaurant. Mais c'est pas que ça, l'Union européenne. Mais c'est aussi ça. Et c'est beaucoup ça, contrairement Regardez à ce la monnaie, qu'on pense. aujourd'hui, plus personne ne remet en question la monnaie européenne, et pourtant, c'est un des fondements du fonctionnement de l'Union européenne. Au-delà de ça, c'est aussi beaucoup ça. Quand je vous disais que c'est une usine à normes... C'est toujours un peu la caricature. Ah non, c'est pas la caricature. Et c'est d'autant plus gênant, si vous voulez, qu'aujourd'hui, elle s'empare de compétences qui, pour moi, ne doivent pas relever de l'Union européenne. Je vous donne 2 exemples. Le droit social et le droit fiscal, aujourd'hui, sont en train d'être investis par l'Union européenne. Je pense que c'est une mauvaise chose. Typiquement, très concrètement, c'est l'Union européenne qui a décidé il y a peu de temps que dorénavant, tous les salariés qui sont en congé maladie, en arrêt maladie, doivent pouvoir cotiser pour des congés. Et donc ça va s'imposer à nos entreprises. Ça va être un coût évidemment supplémentaire pour nos entreprises. Ça va encore rendre plus difficile leur compétitivité. Moi, je suis désolée, ça n'est pas à l'Union européenne de s'occuper de ça. L'Union européenne, elle doit être là. Votre Union européenne, elle fait quoi ? Exactement. L'Union européenne, aujourd'hui, elle est là d'abord pour protéger nos frontières. Première chose, sur les questions d'immigration, et elle n'est pas au rendez-vous, j'imagine qu'on y reviendra. L'Union européenne, elle est là pour garantir la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, et donc faire en sorte que les conditions de production en Europe permettent, de tenir la concurrence, et de produire suffisamment en local pour permettre d'alimenter les Européens. Et donc pour ça, elle devrait se réformer, typiquement dans l'accès des marchés publics aux produits locaux. Vous savez que le droit européen, aujourd'hui, interdit de mettre en place une priorité nationale ou locale dans les marchés publics de la restauration collective. Ça, c'est un scandale. L'Union européenne, elle devrait être là sur la question de la souveraineté numérique et donc typiquement de la régulation des questions numériques. C'est ce qu'elle fait pour le coup. C'est ce qu'elle essaye de faire, mais on en reparlera. C'est pas facile non plus. Parfois, en effet, des mesures qui vont dans le bon sens, d'autres moins. Mais en tout cas, je considère que sur ces sujets, sur les grands projets, les grands projets d'infrastructure, par exemple ici en France, on a des projets comme le Lyon-Turin. Là, l'Union européenne devrait être en accompagnant et en soutien. Félicitations. Projets auxquels s'oppose la gauche, alors que là, c'est une réponse écologique. Quand on sait que le Lyon-Turin va permettre de sortir, par exemple, 1 million de camions des routes, c'est évidemment ce genre de choses qu'il faut soutenir. Sur les grandes questions qui se posent notamment pour ces élections-là, on parle donc éventuellement de ce projet d'armée européenne, de défense européenne. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas du tout favorable. Ah non, j'y suis radicalement opposée. Je considère que l'armée, comme la diplomatie, parce que les deux vont ensemble, évidemment, doivent rester de l'ordre total de la décision des États. Maintenant, je considère que, bien sûr, il faut faire en sorte que la sécurité des États européens ne soit pas déléguée, comme ce fut longtemps le cas aux États-Unis. Beaucoup d'États européens ont peu ou pas investi. Donc il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN ? Non, pas du tout. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que je pense qu'on peut garder une alliance atlantique, mais qu'il ne faut pas s'en remettre intégralement à cette alliance atlantique. Et ce qu'ont fait la tentation de beaucoup de pays depuis des années, y compris d'ailleurs la France, qui a largement sous-investi dans sa défense au prix de sa sécurité pendant des années, c'était de dire, comme les Américains sont derrière, inutile d'investir dans la production, inutile d'investir dans les munitions, inutile d'investir dans l'armement, parce qu'ils seront là derrière. Voilà, moi je pense que c'est une erreur, donc il faut en effet que les pays prennent conscience de cela, et j'espère qu'ils sont en train de le faire pour investir dans leur défense, et par exemple, il faut en effet que les crédits européens soient réservés prioritairement aux achats de matériel européen, et il faut qu'il y ait une solidarité européenne dans ces achats, ce qui n'est pas toujours le cas, et pas seulement d'ailleurs en matière de défense. L'idée d'un dôme de fer défendu par Emmanuel Macron au-dessus de l'Europe, vous y souscrivez ? Oui, ça peut faire partie en effet des investissements de défense communs, pourquoi pas. Donc mais attention, il pourrait y avoir une utilité européenne de défense. Il peut y avoir une utilité de coopération, bien sûr, mais d'ailleurs, pourquoi ? Moi, je défends l'idée de l'Europe à la carte. C'est-à-dire que je considère qu'il est illusoire et pas forcément efficace de vouloir tout faire à 27. Moi, l'Union européenne, telle que je me la représente, c'est une Union européenne qui permet la souplesse. Ça veut dire qu'après tout, on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes niveaux d'intégration. On peut avoir intérêt parfois à avoir des projets à 4 ou 5, à 10 ou 12 ou à 27. Et je considère qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Union européenne, au contraire, organise l'impuissance. Imaginez quand même, je vous donne un exemple très significatif. Et là, d'ailleurs, il faudrait revoir aujourd'hui la politique de lutte des concentrations de l'Union européenne. Si aujourd'hui, des pays, en l'occurrence l'Allemagne et la France, voulaient refaire Airbus, voilà, vous connaissez, qui est le résultat de la coopération de l'État allemand et l'État français. Qui est une grande réussite européenne, incontestablement. Qui est une grande réussite de coopération bilatérale de ces deux pays. Exactement. Qui est un des fleurons, évidemment, de l'industrie aérospatiale. Eh bien, si on voulait le faire aujourd'hui, l'Union européenne ne le permettrait pas dans le droit actuel. Parce que l'Union européenne ne permettrait pas que le marché
soit tenu à plus de 50% par une seule société. Et donc, voilà l'un des exemples qui n'est pas tenable. Vous continuez à penser qu'une armée française peut demeurer crédible avec les moyens de la France aujourd'hui? Même si on augmente ses moyens, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui... Je pense qu'un pays libre et un pays indépendant doit pouvoir compter sur lui-même pour assurer sa sécurité. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des coopérations avec d'autres pays, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des projets communs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une interopérabilité. C'est ce que organise d'ailleurs l'OTAN et c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire de faire en sorte que les matériaux puissent être utilisés par tous les pays de manière plus efficace. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça, mais ne remettons pas notre sécurité à d'autres. Et malheureusement, moi je finis juste là-dessus, et malheureusement, depuis des années, on a tellement sous-investi qu'il faut quand même en avoir conscience. Nous n'avons pas plus aujourd'hui de 3 jours de munitions devant nous, et nous ne serions pas capables, en cas de guerre de haute intensité, de tenir plus de 100 km de front. Donc nous sommes exposés de ce point de vue-là. Consubstantiellement à cette question, il y a la question de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour la crise ukrainienne ? Alors moi j'ai été très clair depuis le début, c'est-à-dire que la Russie a violé le droit international en déclenchant cette guerre. Elle a violé évidemment la souveraineté de l'Ukraine. Et donc moi, je souhaite bien sûr que l'Ukraine puisse défendre sa souveraineté en tant que peuple libre. Et donc depuis les origines, j'ai expliqué que je souhaitais pouvoir, en tant que Française, aider l'Ukraine à résister dans cette guerre, tout en tenant un équilibre de nuances. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça n'est pas la France qui est en guerre avec la Russie. Il n'est pas souhaitable, bien sûr, que la France entre en guerre avec la Russie. Et donc l'idée, c'est bien sûr de pouvoir aider l'Ukraine sans non plus faire la guerre à sa place. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui et que ça vous convient. Et donc il y a un équilibre à trouver qui, pour moi, va bien sûr dans l'aide logistique, l'aide humanitaire, l'aide financière, mais qui ne doit pas inclure l'envoi de troupes, l'envoi d'armes. D'armes offensives, c'est pas si clair que ça non plus, offensives, non, défensives. En réalité, voilà, il n'y a pas de véritable différence, sauf à devenir véritablement des co-belligérants. Et puis surtout, ne pas promettre à l'Ukraine, ce qui a malheureusement été fait dans l'accord de défense, une entrée dans l'OTAN. Parce qu'une entrée dans l'OTAN, même les Américains l'ont admis, ça signifie automatiquement une troisième guerre mondiale avec un conflit nucléaire derrière. Dans l'OTAN et dans l'Union européenne aussi. Et dans l'Union européenne, mais d'ailleurs l'Ukraine, ça n'est pas, moi me concernant, ça n'est pas l'Ukraine pour l'Ukraine. Je suis opposée aujourd'hui à tout nouvel élargissement. Parce que je considère qu'on a déjà beaucoup de dysfonctionnements à 27 et qu'il serait irresponsable d'ouvrir à de nouveaux pays, une fois de plus dans les salaires moyens ou les salaires minimaux. Mais même pour soutenir l'Ukraine qui est dans cette situation très particulière aujourd'hui. Oui, mais à un moment donné, la solidarité, c'est pas le suicide, si vous voulez. Si l'Ukraine demain rentrait dans l'Union européenne, ce serait la mort de nos agriculteurs français. L'Ukraine, il faut imaginer, c'est un quart des terres agricoles. C'est des exploitations qui sont parfois grandes, comme le Jura. Ce sont des élevages, par exemple, de volailles qui vont jusqu'à 1 million de têtes. Ce ne serait pas tenable en termes de concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Et donc, ce ne serait pas raisonnable, surtout à un moment donné où on vit l'une des plus grasses crises agricoles depuis des décennies. Alors, parlons d'immigration. Après des mois de négociations, le Parlement européen a voté le pacte sur la migration et l'asile, avec d'ailleurs le vote de Nicolas Bay. Alors, sur une partie du texte. Ex-Rassemblement national. Ce qui a fait hurler Jordan Bardella, qui lui a voté contre. Quel est votre avis, vous, Marion Maréchal, sur ce texte? Est-ce qu'il va quand même dans le bon sens? Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de plus? Ce n'est pas un texte, c'est plusieurs textes. Et donc, évidemment, lorsqu'on a regardé ces textes, il se trouve qu'une minorité d'entre eux nous semblait, bien que très insuffisant, aller dans le bon sens, et notamment une des mesures de filtrage qui permettait de faciliter l'expulsion des personnes entrées clandestinement, et donc l'étude de leur dossier sans qu'elles soient automatiquement accueillies sur le sol européen. Et je m'étonne d'ailleurs du reproche fait par Jordan Bardella sur ce sujet, puisque ses propres élus au Parlement européen avaient voté ce texte en commission. Et lorsqu'il est arrivé en séance, ils ont changé leur vote, alors que c'était le même texte. Bon, je ne sais pas quel est le raisonnement politique derrière. En tout cas, je n'ai pas accepté de sa part qu'il sous-entende que Reconquête aurait pu vouloir soutenir une mesure pro-immigration. Enfin, je veux bien qu'on me fasse beaucoup de reproches, mais me reprocher une ambiguïté sur ce sujet m'apparaît malvenu. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le problème de ce texte, et ça nous avons voté contre, c'est qu'il organise une répartition forcée des migrants sur l'ensemble du territoire européen. Vous êtes pour le filtrage à l'entrée, vous n'êtes pas d'accord sur la partie du texte qui concerne la répartition des migrants une fois qu'ils sont sur le sol européen. Exactement, et qui en plus est une répartition forcée, puisque si les pays refusent cette répartition, ils sont obligés de payer une amende. Et surtout, ce texte est très insuffisant, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que si on voulait lutter efficacement contre l'immigration clandestine, il faudrait d'une part que le droit européen de l'asile soit très largement restreint. Nous avons aujourd'hui une lecture de ce droit beaucoup trop large. Il faudrait, comme le voulait Giorgia Meloni, auquel s'est opposé le gouvernement allemand et français, un blocus naval
en Méditerranée. Donc là, typiquement, j'attends l'Union européenne là-dessus. Une coordination des moyens militaires, humains et matériels pour bloquer l'arrivée des embarcations, lutter contre les trafiquants et détruire les embarcations aux côtes lorsqu'elles ne sont pas encore parties. Et puis, il faudrait le financement de hotspots, c'est-à-dire des centres finalement d'études des dossiers à l'extérieur des frontières européennes. C'est par exemple ce qu'a fait l'Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec beaucoup de succès. Et puis, il faudrait également une réforme de Schengen. C'est-à-dire qu'il faudrait que la libre circulation soit réservée aux personnes de nationalité européenne et non plus aux extra-européens. À propos de hotspots, ce que vient de mettre en œuvre le Royaume-Uni avec l'envoi des migrants vers le Rwanda, comment vous voyez la chose ? Oui, moi je pense que c'est une solution d'urgence qui doit pouvoir être envisagée, même si je crois davantage aujourd'hui aux accords, là aussi portés à l'initiative de Giorgia Meloni, avec les pays de départ, comme la Tunisie. Ouais. Il y a eu un accord fait avec la Tunisie il y a quelques temps qui a permis de baisser de 70% les débarquements. Maintenant, comprenons bien que au-delà, et c'est pour ça que l'immigration, attention, c'est une réponse européenne, mais c'est aussi une réponse nationale. Au-delà de savoir comment on bloque les arrivées, la question est de savoir comment on dissuade même l'envie de venir. Et là, c'est vrai qu'il faut se poser la question en France de l'attractivité particulière de notre modèle social, de la perspective de pouvoir entrer clandestinement et de ne jamais être expulsé, parce qu'on sait qu'en France, même quand on est débouté du droit d'asile, il n'y a que 7% d'application d'OQTF, donc on ne sort jamais. De la perspective de pouvoir être régularisé. Peut-être aussi l'exploitation vers le pillage des richesses de ces pays-là par l'Occident aussi. Oui, non, mais moi, je finis juste là-dessus, sur la régularisation et la perspective même d'être nationalisé. Donc moi, je crois qu'on ne réglera pas le problème de l'immigration si d'abord on ne casse pas les incitations à venir. Et ça, c'est national, le droit du sol et compagnie. Maintenant, moi, je vous dis, je ne considère pas que la France pille les ressources. C'est un fantasme. À l'heure actuelle, lorsqu'il y a des collaboration sur les ressources, c'est dans le cadre de contrats faits avec les États, avec évidemment l'acceptation des États, et souvent des contrats dans lesquels on paye, et on paye parfois très cher. Donc attention à ne pas faire des raccourcis sur ce sujet. Alors, vous parliez de Giorgia Meloni tout à l'heure, parlons de la frontière franco-italienne. La défenseur des droits a rendu un avis sur le traitement des migrants à la frontière franco-italienne. Elle dénonce des violations systématiques des droits des personnes par les autorités françaises. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Alors, j'ai regardé la synthèse de ce rapport. Vous savez, le défenseur des droits est souvent indéniablement quand même positionné à gauche. J'ai eu l'occasion moi-même de le constater à plusieurs reprises. Vous contestez sa légitimité ? Je conteste en tout cas quand je vois ce qui est présenté. Ça veut dire qu'en fait, elle critique le seul fait même de contrôler et le seul fait même de faire des palpations sur les personnes pour pouvoir contrôler qu'il n'ait pas des objets dangereux sur eux. Donc j'ai l'impression que c'est le principe même de la frontière en fait qui dérange cette personne et qui lui est insupportable, parce que j'ai cru comprendre que oui, elle reprochait le fait qu'il y ait des contrôles dans lesquels étaient présupposées des origines et donc ça n'allait pas. Mais enfin, je veux dire, elle s'appuie sur des textes de loi et elle dit qu'on outrepasse parfois la loi. Oui, ça m'apparaît objectivement complètement déconnecté du terrain. Et bon, quand pour vous, le travail est bien fait aux frontières, le suivi et les migrants, voire même peut-être pas assez. J'ai confiance pour le coup dans nos policiers, et je crois au contraire que non seulement la pratique n'est pas satisfaisante parce qu'elle est laxiste justement, non pas parce qu'elle est mal faite. Et donc dire aujourd'hui qu'il y aurait un zèle ou un abus m'apparaît totalement déconnecté des réalités quand on sait la passoire aujourd'hui malheureusement qui est devenue Menton. Alors on passe à un autre sujet puisque vous avez fait l'actualité avec ce sujet cette semaine. Oui, vous avez marqué la semaine sur les réseaux sociaux. Lundi, le couturier français Simon Porte-Jacquemus et son époux Marco Maestri ont annoncé sur Instagram la naissance de jumeaux, laissant penser à un recours à la gestation par autrui, la GPA qui est interdite en France. Jeudi, vous y avez réagi en écrivant sur X « Où est la maman ?» avec un point d'interrogation, post qui a suscité beaucoup de réactions et d'hostilité. Est-ce que vous êtes contente de votre effet ? Non, je n'ai pas cherché à faire un effet particulièrement. J'ai cherché à interpeller sur aujourd'hui la banalisation dans l'espace public, parce qu'il y a eu énormément d'articles People, et cette naissance a d'ailleurs été rendue publique sur la banalisation d'une méthode que je trouve
honteuse et condamnable, voilà, qui est celle de la mère porteuse. Moi, je suis une femme, voilà, et je ne suis pas un utérus à louer. Les enfants ne sont pas des objets de commerce et des biens de consommation. Quand on connaît aujourd'hui les pratiques de GPA, ou dans les pays pauvres où les femmes sont exploitées indéniablement pour l'argent, ou dans les pays plus riches où on voit parfois des clauses de garantie de 2 ans en cas de décès de l'enfant, y compris, j'ai vu ça dans un accident de voiture ou d'accident domestique, on peut remplacer l'enfant, voilà, comme c'était un poisson rouge dans un aquarium. Disons-le, c'est quand même des clauses qui manifestement sont, si elles existent bien, je ne sais pas, mais qui sont exceptionnelles quand même. Non, c'est très facile à vérifier. Vous savez qu'il y a même des clauses d'avortement quand il y a des grossesses gémellaires où les parents d'intention adoptifs peuvent demander l'avortement d'un des enfants. Parce que moi, j'ai posé la question à des gens qui évidemment ont bénéficié, donc ils pourraient très bien peut-être mentir, mais qui m'ont dit on n'a jamais vu des clauses comme ça et on n'y aurait pas souscrit. Là, je parle de cas au Canada et aux États-Unis. Et pourtant, ça existe, mais qu'importe, de toute façon, le seul fait même, pardonnez-moi, d'accepter la marchandisation du corps humain et la marchandisation de la maternité, pour moi, est un acte insupportable. Alors j'entends, on me dit oui, selon les règles, il y a des GPA éthiques, pas éthiques, c'est pas vrai. Je suis désolée. Commercial ou pas commercial, salaire ou pas salaire, le seul fait de concevoir un enfant avec l'intention d'organiser l'abandon par la mère à la naissance, je suis désolée pour moi, est quelque chose de profondément pas éthique. Quelle qu'elle soit. Mais quelle qu'elle soit. Je veux dire, quand je vois par exemple Paris Hilton faire une GPA pour ne pas avoir de vergeture, je trouve ça odieux, voilà, et je trouve ça. Mais là, vous choisissez un cas extrême. Il y a d'autres situations non, mais pour vous dire que ça délicates pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça n'est pas de l'homophobie, c'est ça que je veux dire, parce qu'on m'est tombé dessus après, en disant oui, en fait, elle est homophobe. C'est pas de l'homophobie, je veux dire. Si c'était des couples hétérosexuels qui étaient stériles ou des personnes comme Paris Hilton ou en l'occurrence ce couple, pour moi, de toute façon, le recours à ce procédé est insupportable dans tous les cas. Dans tous les cas. Sur la question identitaire, je vous propose de regarder un extrait. Le 21 mars, le vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Piotr Tolstoï, descendant de Tolstoï, parlant très bien français, a été interviewé sur BFM TV. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Regardez votre gouvernement. Est-ce qu'on peut vraiment, à XXIe siècle, penser que ce n'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là gouvernement, mais Vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est ouvertement homosexuel. Je fais référence qu'aujourd'hui la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. Pour nous, oui, absolument. Mais c'est pas. Donc il n'y a pas d'homosexuels en Russie. Non, bien sûr, il y en a, mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le gouvernement? Bien sûr, leur vie privée est protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Marion Maréchal, comment vous réagissez à ces propos? Est-ce que vous avez des points d'accord? Oui, je les avais vus, c'est évidemment totalement odieux. Mais ça fait partie, vous savez, du récit organisé par la Russie pour trouver des alliés dans ce qu'on appelle le Sud global. C'est le fameux récit anti-occidental de cet Occident décadent qu'il faudrait combattre. Donc moi, je trouve ça absolument odieux. Une fois de plus, les prises de position que j'ai pu avoir sur la GPA ne tiennent pas à la vie privée ou personnelle des personnes. Tout à fait. Mais quand vous défendez, par exemple, la politique de Viktor Orban, qui s'appuie sur une partie de cette politique-là, parce qu'il a banni le prosélytisme homosexuel, ça revient à ce que dit à la fin Tolstoï. Viktor Orban, il n'a jamais tenu des propos similaires, ne disons pas n'importe quoi. Pas sur le gouvernement, mais sur la politique. Il a lutté contre l'activisme LGBT qui existe aussi. Il y a quand même un lobby LGBT dans notre pays qui fait preuve d'un activisme militant avec des positions parfois extrêmement radicales, notamment sur la GPA, et qui se font les promoteurs, en particulier moi, de quelque chose que je combats profondément, qui est la théorie du genre, notamment dans les écoles, et il s'est en effet opposé à ce prosélytisme-là. De ce point de vue-là, ça ne me choque pas. Simplement, quand on a vu cet élève qui s'est suicidé parce qu'apparemment on le harcelait pour des raisons liées à sa potentielle homosexualité, vous avez condamné à l'époque le fait qu'il était contraint de se suicider. Mais qu'est-ce qu'on met en œuvre pour empêcher ça, puisque vous pourfendez les théories du genre? Mais de toute façon, toute forme de discrimination et de violence, d'où qu'elles viennent et quelle qu'elle soit, est insupportable. Maintenant, ce qui est vrai dans les écoles, et c'est le drame des parents et des témoignages de parents qui sont confrontés à des enfants harcelés pour différentes raisons, c'est que très souvent, l'école et pas la théorie, mais la pratique du pas de vague entraîne le fait que ce sont bien souvent les élèves harcelés qui sont contraints de changer d'établissement plutôt que les élèves harceleurs qui en sont exclus. Donc oui, c'est là où j'aurais attendu le gouvernement typiquement. Quand on est face à des harceleurs violents,
récidivistes, il faut pouvoir les expulser beaucoup plus vite et beaucoup plus fermement de l'école. Il faut priver, une fois de plus, les parents des aides sociales pour qu'ils puissent être responsables devant leurs carences éducatives. Et il faut pouvoir proposer de manière forcée et non pas de manière volontaire ces élèves à aller dans des internats et non pas sur 2 semaines, mais sur l'intégralité des années scolaires, le temps nécessaire. Voilà, pour les recadrer et surtout protéger les élèves qui veulent pouvoir travailler et vivre en toute liberté sans être ennuyés pour leur orientation sexuelle ou je ne sais quelle autre raison. Alors revenons à la campagne de ces élections européennes. Comment vous expliquez le fossé qui sépare aujourd'hui la liste de Jordan Bardella, qui est autour des 30%, voire un peu plus parfois, et la vôtre, qui est entre 5 et 7%, parfois un petit peu plus dans les instituts de sondage. Vous êtes quand même sur les mêmes thématiques, globalement, mais avec quelques points de différence, certes, mais pourquoi une telle différence? Qu'est-ce qui justifie? Alors déjà, le Rassemblement national est un parti qui existe depuis maintenant 50 ans. C'est une marque installée et bien installée. Reconquête, c'est un jeune mouvement qui a un peu plus de 2 ans d'existence maintenant, qui se fait petit à petit connaître des Français. Et je crois qu'ils comprennent aujourd'hui qu'il y a une véritable singularité à Reconquête, puisque nous sommes très engagés évidemment sur les questions identitaires. Ça n'aura échappé à personne. Ça ne nous a pas échappé. Nous défendons, tant mieux, c'est déjà ça de gagner. Nous défendons un programme, pour faire simple, économiquement de droite, très différent de ce que propose d'ailleurs le Rassemblement national, qui est plus dans un projet étatiste, fiscaliste et interventionniste, pour faire simple. Nous sommes plus conservateurs sur les sujets de société. Vous l'avez constaté sur la GPA, par exemple. Et donc, c'est cette singularité qui fait qu'aujourd'hui, nous justifions notre existence et notre plus-value dans le débat et que nous avons aussi des passerelles particulières. Moi, je le vois dans nos cadres avec beaucoup d'anciens républicains qui, aujourd'hui, n'ont plus envie de soutenir un parti qui, je le rappelle, fait partie actuellement de la majorité d'Ursula von der Leyen au Parlement européen. Vous considéreriez aujourd'hui plus proche du Rassemblement national ou plus proche des Républicains de François-Xavier Bellamy? Alors nous sommes distincts. Ça veut dire que si on devait simplifier, on serait probablement plus proche sur les questions sécuritaires et identitaires du Rassemblement national, mais plus proche économiquement des Républicains. Voilà. Alors, si on devait faire simple, même s'il y a une vraie différence, parce que par exemple, même avec le Rassemblement national sur les questions d'identité, aujourd'hui, nous considérons qu'il y a un choc de civilisation sur le sol français avec la civilisation islamique, et toute l'actualité récente nous le démontre. On a quand même des jeunes filles... Exactement. Et la direction du Rassemblement national réfute cette idée, alors même que, je le rappelle, il y a quand même ces dernières semaines une police des mœurs islamiques qui a sévi dans notre pays avec des jeunes filles lynchées, tabassées. C'est une horreur pour avoir refusé de porter le voile ou pour ne pas avoir respecté le ramadan. Et un homme tué, vous imaginez, on peut mourir en France en 21e siècle pour avoir bu une bière pendant le ramadan. C'est ce qui s'est passé à Bordeaux. Donc c'est un phénomène qui est de moins en moins anecdotique et qui, je le dis, deviendra le quotidien français d'ici quelques années si nous ne faisons rien sur les questions migratoires. Alors le problème, c'est que vous dites un petit peu entre les deux partis de droite ou d'extrême droite, et le problème, c'est que ça ne prend pas vraiment parce que vous ne leur prenez pas de points ni aux uns ni aux autres. Alors c'est pas tout à fait vrai. À force d'être dans l'entre-deux, est-ce qu'il ne faut pas avoir des... Non, c'est pas l'entre-deux, puisque nous avons une fois de plus une vraie singularité, et que moi je crois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de républicains qui ne veulent plus suivre typiquement leur parti, parce que un parti qui a trop trahi, trop déçu, et qui une fois de plus manque de cohérence. Mais ça ne se trahit pas dans les sondages pour vous? J'en suis pas convaincue. Vous verrez que déjà les sondages ne sont pas les suffrages. Et je reprends date avec vous le 9 juin. Je suis convaincue que nous serons la surprise de cette élection. Et surtout, le plus important, parce que l'objectif de cette élection, c'est quoi ? C'est d'avoir des élus. Voilà. Pour avoir des élus aux élections européennes, je rappelle, proportionnel un tour, il faut faire minimum 5%. Donc il n'y a pas de vote perdu aux élections européennes. Si vous faites plus de 5%, vous avez des élus. Et donc moi, je suis convaincue qu'on aura des élus. Et surtout, moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux personnes qui nous regardent. L'objectif de ces élections européennes, c'est pas tellement de battre Emmanuel Macron au niveau national. Je veux dire, le RN est arrivé premier la fois dernière, il est arrivé premier également la fois précédente aux élections européennes. Ça n'a pas changé le fait qu'Emmanuel Macron a gagné et puis gagné de nouveau. Le but de ces élections européennes, pour moi, c'est de battre Emmanuel Macron au Parlement européen, et donc de battre son groupe au Parlement européen, et donc de sortir la majorité à laquelle il appartient, qui est la majorité du centre et de gauche derrière Ursula von der Leyen. Et ça, quand même important de le dire, c'est que le seul groupe aujourd'hui qui est en capacité de faire basculer la majorité et de sortir Ursula von der Leyen et de dépasser le groupe d'Emmanuel Macron, c'est le nôtre. C'est le groupe des conservateurs européens. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les sondages. Et donc oui, je crois qu'il est très utile de voter Reconquête, parce qu'en votant Reconquête, vous allez voter pour un parti de droite authentique qui va venir renforcer le groupe de droite le plus influent qui demain peut changer la politique européenne.
En dehors de vous et de votre numéro 2, Guillaume Pelletier, on ne sait pas grand-chose des 81 candidats qui composeront la liste. Comptera-t-elle des VIP comme la liste du RN ? Alors il y a Nicolas Bay aussi également, qui est 4e ancien numéro 2 transfuge du RN il y a quelques... ancien numéro 2 du RN. Et il y aura évidemment l'annonce de la liste dans les semaines à venir. Hein, vous en saurez Mais est-ce que assez comme rapidement. le RN, vous allez chercher un super flic, un super quelque chose ? Alors on a... Il n'y a que des gens super, c'est ça ? Il n'y a que des gens super, tout le monde est super. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons une large représentation de la société civile, parce que nous avons la chance à Reconquête d'avoir des cadres de très bon niveau et très, très divers. Maintenant, le dépôt de la liste est dans un mois, et donc vous saurez tout en temps et en heure, mais il n'est pas exclu qu'il y ait des surprises. Est-ce qu'il y aura quelqu'un de la Côte d'Azur ? Évidemment. En place éligible ? Évidemment qu'il y aura des personnes de la Côte d'Azur et même plus largement de la Provençale Côte d'Azur en bonne position, puisque ça fait partie, bien sûr, des territoires très prometteurs électoralement pour nous, et donc il est important de correctement représenter ces territoires. À l'occasion de son déplacement à Mayotte, Marine Le Pen a été interrogée par une consoeur de Mayotte la Première. Je vous propose de regarder ces images. Le parti allemand AfD, avec qui vous siégez au Parlement européen au sein du groupe Identité et Démocratie, du moins sa présidente a dit ceci dernièrement: la France doit restituer l'archipel de Mayotte à l'Union des Comores. Comment les Mahorais peuvent-ils vous faire confiance alors même que vos alliés ne veulent pas de Mayotte au sein de la France ? D'abord, pardon, mais enfin, je pense que les Mahorais savent pertinemment que je défendrai Mayotte française jusqu'au bout de ma vie. Bon, les alliés, vous avez des alliés qui disent des énormités. Donc moi, je vais demander à ces alliés de revenir sur ces propos. Et s'ils ne reviennent pas, eh bien, je pense que nous irons à la rupture, parce que je trouve ça inadmissible. Et qu'est-ce que parce que Mayotte française, pour moi, si vous voulez, c'est le fondement de mon combat pour Mayotte. Marion Maréchal, auriez-vous fait la même réponse que Marine Le Pen ? Bon, je ne vais pas commenter les bisbilles entre le RN et ses alliés allemands, qui ne sont pas les miens, en l'occurrence au Parlement européen. Tout ce que ça révèle, en tout cas, ou ce que ça rappelle, c'est qu'il y a une donnée quand même à avoir, c'est que quel que soit le score très important du Rassemblement national en France, ils font partie d'un groupe au Parlement européen qui est très isolé. Un groupe qui ne parvient pas à influencer les politiques européennes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils auraient besoin, d'une certaine manière, d'avoir des alliés comme Reconquête qui arrivent au Parlement européen et qui leur permettent, avec un autre groupe, de pouvoir constituer demain des minorités de blocage ou des majorités de projets. Parce que moi, vous savez, je suis une défenseuse ardente depuis toujours de l'union des droites. Je continue de penser que c'est le chemin nécessaire pour faire gagner nos idées en France comme au Parlement européen. Je regrette juste aujourd'hui de ne pas être entendu ni par le Rassemblement national ni par les LR, parce que tout le monde y aurait intérêt au final. Alors, parlons un peu de votre parti Reconquête. On dit beaucoup que l'entente avec Éric Zemmour n'est pas toujours au beau fixe. Qu'en est-il vraiment de votre relation ? Oh bah oui, j'ai tout entendu, beaucoup de bêtises d'ailleurs, comme d'habitude. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des débats. Pas des tensions, mais des débats parfois vifs sur la manière de conduire la campagne. Voilà, vous avez deux personnalités qui n'ont pas les mêmes parcours. Est-ce que vous avez les coups des franches pour mener cette campagne ? Oui, j'ai les coups des franches. Et moi, j'ai quelque chose que j'apprécie beaucoup avec Éric, c'est qu'on peut se dire les choses très franchement et très directement. Lui, c'est vrai qu'il vient du RPR, il a été candidat à la présidentielle, moi je viens du Rassemblement national, donc on n'a pas tout à fait la même sensibilité, la même approche sur tout, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que nous sommes unis dans un objectif commun qui est celui d'avoir le maximum d'élus. Et donc nous avons trouvé la manière de travailler ensemble de manière efficace. Il vous reproche de ne pas assez vous démarquer, si j'ai bien compris, du RN, des Républicains, non ? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, en l'occurrence, nous avons des différences avec le Rassemblement national et nous les assumons. Simplement, lui et moi n'avons pas la même manière de les exprimer. D'accord, donc c'est bien ça. Oui, mais moi, je suis qui je suis et je viens d'où je viens. J'ai aussi, d'une certaine manière, un rapport un peu affectif avec les électeurs du Rassemblement national, une histoire particulière. Et avec leurs dirigeants. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec votre tante Marine Le Pen ? Une fois de plus, moi j'ai des très bonnes relations avec Marine, ce qui peut paraître un peu schizophrène parfois. Nous sommes en concurrence électorale. Vous avez passé les vacances ensemble l'été dernier ? La famille, ça reste la famille. Voilà. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que si aujourd'hui je ne suis pas au Rassemblement national, c'est parce que, une fois de plus, je n'ai pas envie de défendre leur programme économique, j'ai pas envie de défendre leur position sur les sujets de société, je n'ai pas tout à fait les mêmes solutions, y compris sur les questions relatives à la défense de notre identité. Et donc je veux pouvoir garder cette liberté, et je considère qu'au contraire, il est utile qu'il y ait différents partis à droite,
Une fois de plus, le tout étant qu'ils puissent s'entendre le moment venu et travailler ensemble. Si en 2022, Marine Le Pen gagne la présidentielle, vous serez fière d'être la nièce de la nouvelle présidente de la République? Mais vous savez... 2027. 2027, pardon. Les choses ont été très claires. Je veux dire, la fois dernière, aux dernières élections présidentielles, au second tour, Éric Zemmour, qui n'a pas été qualifié, a appelé à voter Marine Le Pen. Il n'a pas d'ailleurs présenté de candidat face à elle aux législatives, ni face à Éric Ciotti, ni face à Nicolas Dupont-Aignan. Donc je veux dire, nous, on ne se contente pas de mots. Je veux dire, cette Vous pensez que ce sera elle, la prochaine présidente de la République? Je ne sais pas. Moi, rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Maintenant, ce qui est sûr, indéniablement, c'est qu'après la présidence, l'élection à la présidence, il y a les élections législatives. Et que aucun parti politique, quel qu'il soit, du centre, de la gauche, de la droite, n'a jamais gagné seul sous la Ve République. Alors on peut le déplorer, on peut imaginer que rien n'est comme avant, mais moi je continue de penser que faire 50 plus 1, et donc avoir 289 députés pour avoir la majorité, je rappelle que le RN en a aujourd'hui 88, eh bien, aucun parti n'est en capacité de pouvoir l'obtenir seul. Je considère que c'est pour ça que je défends cette idée de coalition, parce que je pense que c'est la complémentarité finalement des sensibilités qui fait qu'on peut y venir. Voilà, maintenant, je vais vous dire, nous on trace notre sillon, on défend notre programme, et puis on ne fait pas notre vie par rapport à nos concurrents. Donc, que se passe-t-il, Marion Maréchal, si au soir du 9 juin, vous ne faites pas les 5% qui vous permettent d'aller à l'Assemblée, au Parlement européen? Est-ce que, comme on l'a entendu, vous seriez prête à retourner au Rassemblement national? Non, pas du tout. Écoutez, moi je veux dire, si j'avais voulu retourner au Rassemblement national, je l'aurais fait. Vous savez, moi je suis partie du Rassemblement national en 2017, alors que j'étais députée sortante et conseillère régionale, présidente du groupe d'opposition d'ailleurs, face à Christian Estrosi en Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai quitté la vie politique pendant 5 ans, j'ai monté une école de sciences politiques et de management à Lyon que j'ai dirigée, j'en étais très heureuse. Je suis revenue en politique parce que quand j'ai vu Éric Zemmour arriver, il défendait la ligne que je défendais à l'intérieur du Rassemblement national, et qui était une ligne d'ailleurs qui était combattue à l'époque par un certain Florian Philippot, on s'en souvient. Et je suis revenue parce que j'ai voulu m'engager pour mes 2 petites filles, voilà, qui ont aujourd'hui 2 et 9 ans, et que j'ai peur, et je ne veux pas qu'elles grandissent dans la France telle qu'elle se profile aujourd'hui et dans les années à venir. Donc je veux dire, si j'avais voulu simplement choisir la facilité et être élu, j'aurais pu le faire. Voilà, mais c'est pas mon combat. Mon combat, c'est de pouvoir défendre les idées auxquelles je crois, et c'est de pouvoir les faire avancer. Et donc, je ne regrette absolument pas d'être à Reconquête, et je continuerai bien sûr de me battre à Reconquête après les élections du 9 juin. Quelques questions diverses pour terminer. Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis, a annoncé mardi qu'elle allait être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. C'est la toute première fois dans la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition est convoquée pour un motif aussi grave. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, sur le fond, je n'ai évidemment aucune espèce de sympathie pour les ambiguïtés indéniables de la France insoumise aujourd'hui à l'égard des islamistes du Hamas, probablement d'ailleurs dans une forme de clientélisme électoral décomplexé qui paye un peu quand même, disons-le, puisque le dernier sondage révélait qu'aujourd'hui près de 40% des Français musulmans voulaient voter pour la France insoumise. Et donc, ils instrumentalisent finalement ce sujet épidermique et dramatique de Gaza pour pouvoir en récupérer les fruits électoraux en France et attiser les tensions communautaires, ce que je trouve évidemment absolument détestable. Maintenant, ceci étant dit sur le fond, sur le principe, moi je suis contre la judiciarisation de la parole publique, d'où qu'elle vienne. Voilà, moi je souhaite que dans une démocratie mature, tous les responsables politiques, évidemment dans le cadre du respect de la loi, pas d'appel à la haine, à la violence, puissent quand même s'exprimer sans immédiatement être traînés devant les tribunaux et en affaiblissant en plus ce sujet extrêmement grave de l'apologie du terrorisme, qui aujourd'hui est une réalité quotidienne, malheureusement, sur notre territoire, venant de djihadistes en puissance. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que je suis à l'aise avec le procédé, même si évidemment la LFI pour moi est l'un des adversaires que je combattrai avec le plus d'énergie dans les années à venir, tant il me semble être un danger pour notre pays. Quelqu'un qui a connu beaucoup la judiciarisation de sa parole, c'est votre grand-père Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'on peut vous demander ce qu'il devient ? Alors mon grand-père, écoutez, il va sur ses 96 ans. Et je l'ai vu récemment, il se porte bien, il suit la vie politique de loin, voilà, mais toujours intéressé évidemment par la situation de son pays. Toujours alerte. Toujours alerte, je crois qu'il est immortel. Il va tous nous enterrer. Là. Marion Maréchal, est-ce que vous avez toujours des relations avec un ancien ami proche, Olivier Bettati, ancien colistier aux élections régionales, qui a rejoint le maire de Nice, Christian Estrosi, maire Horizon, donc macroniste. Vous voyez alors qui pour autant ne tarit jamais d'éloges sur vous. J'ai toujours des relations sincères et amicales avec Olivier. Voilà, pour qui je ne partage pas évidemment ses choix politiques,
Même, voilà, je sais quelles sont ses motivations, puisque c'est un passionné de la ville de Nice, mais ça reste un ami auquel je suis très attachée personnellement, même si, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec son choix, et que, évidemment, moi, je suis aux côtés de l'opposant principal à Christian Estrosi, qui est notre représentant, Philippe Vardon, pour qui j'ai là aussi une amitié et une estime immense. Et puis dernière question, les Jeux Olympiques seront à Paris cet été, on en parle beaucoup. Elles seront aussi dans les Alpes françaises en hiver 2030. Le CIO est d'ailleurs en train de visiter les futurs sites niçois. Est-ce que vous êtes favorable, Marion Maréchal, à l'organisation de ces gigantesques événements, tant sur le plan de la sécurité, on a entendu beaucoup parler de ça récemment, que des coûts que ça engendre et de l'empreinte carbone que ça génère? Le problème, c'est que si vous voulez, sur le principe, j'aurais envie de vous dire oui, parce que c'est une tribune extraordinaire et puis c'est un levier économique majeur. Le problème, c'est qu'on ne tient pas les budgets, parce qu'on annonce des budgets qui sont multipliés par 4 à chaque fois. Moi, c'est pas le cas pour Paris. C'est oui, une rare. Paris, non, pas tout à fait. C'est quand même dépassé. C'est quand même dépassé. C'est pas dans ces proportions. Non, pas dans ces proportions, mais enfin, c'est quand même assez largement dépassé malgré tout. C'est vrai que bien sûr, la menace djihadiste existe dans notre pays, mais on ne peut pas non plus s'interdire de vivre malgré cette menace. Maintenant, ce qui me dérange dans les JO actuels, c'est ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas les JO de la France, quoi. C'est les JO du 93. C'est-à-dire qu'on fait donc ce village des JO dans le 93, très bien. Bon, c'est toujours les mêmes qui sont servis. Et qu'on apporte les Jeux dans des territoires un peu en déshérence, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas des territoires en déshérence. Je veux dire, quand vous regardez les investissements des politiques de la ville, croyez-moi qu'ils sont beaucoup mieux servis que la plupart des campagnes françaises et de très très loin. Mais au-delà de ça, dire que du coup, on apprend par ailleurs qu'on va délester des populations de migrants qui dérangent du coup du 93 pour ne pas gêner les JO dans les campagnes françaises, en catimini dans le dos des mers. Donc en fait, le reste de la France sert, c'est ça, de délestage des populations qu'on ne veut plus à Paris. Et puis surtout, c'est toute la symbolique qu'on met derrière. C'est-à-dire, on est censé montrer au monde ce qu'on est et notre fierté d'être français. On fait une affiche dans laquelle on efface la croix sur le dôme des Invalides parce que vous comprenez, il ne faudrait quand même pas assumer qu'on soit un pays aux racines chrétiennes. On envisage de faire chanter Aya Nakamura pour introduire la cérémonie des JO. J'ai rien personnellement contre elle. Elle est française, Oui, non, mais d'accord, mais elle chante pas en français. Donc c'est quand même un problème dans le pays de la langue de Molière de pas choisir quand même quelqu'un qui puisse incarner justement cette culture française. Et puis je rappelle quand même que ça paraît anecdotique, mais symboliquement en politique tout est important. C'est une chanteuse qui s'est fait connaître en chantant une romance avec un narcotrafiquant. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard du drame du narcotrafic dans nos quartiers, de la pression que ça exerce sur les populations, de l'explosion de la consommation, est-ce que participer de cette banalisation, c'est vraiment le moment? On fait chanter qui à la cérémonie d'ouverture, si c'est vous qui faites le choix? Michel Sardou. Écoutez, demandons aux Français. Ils se sont exprimés sur le sujet. J'ai cru voir passer Florent Pagny, Clara Luciani. Enfin, ça vous va? c'est pas le choix qui manque. J'ai vu aussi Soprano. Prenons des chanteurs qui déjà n'ont pas été condamnés par la justice et puis qui chantent en français. Ce sera déjà bien. Ce sera le mot de la fin. Merci Marion Merci Maréchal. Merci Frédéric Maurice. Vous pourrez voir et revoir cette émission sur notre chaîne YouTube, sur nos pages Facebook du groupe Nice Matin, sur les sites internet du groupe également. Merci à Sophie Doncet et Philippe Bertini pour la réalisation de l'émission. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à très vite.